Philosophe et féministe, écrivain et essayiste, Françoise Colin nous a quittés le 1er septembre 2012. Ce n'est pas seulement une personnalité fondamentale du féminisme francophone que nous avons perdu, une intellectuelle de la liberté, mais surtout une femme extraordinaire. Comme écrit Eleni Barricas dans son texte Françoise Colin, philosophe féministe, sa pensée philosophique précède et excède son engagement politique dans les mouvements féministes et de fait demeurera toujours constitutif de son féminisme sous sa forme insurrectionnelle, interrogative, plurielle. À partir de cette considération, j'aimerais m'épancher sur cette pensée philosophique et sur les modalités à travers lesquelles elle s'articule avec son écriture philosophique. Sa pensée qu'on pourrait bien appeler une pensée pensant, dès lors que, comme celle de Socrate, elle a toujours interrogé et renversé la théorie par la pensée elle-même. Aujourd'hui, sa pensée devrait par conséquent être envisagée comme une sorte de boîte à outils, pour utiliser une terminologie foucauldienne. Un passé agissant, donc, ou un agir pensant, dans chaque conjoncture, ou encore une expérimentation, une praxis. Françoise Colin avait une capacité unique, une lucidité tellement profonde, capable de détecter les faits, discerner les possibilités, imaginer de nouveaux horizons. En traversant ces livres, autant que ces articles, je voudrais vous montrer ce rapport à l'écriture, qui était pour elle fondamental. Donc, même pour nous, il doit rester également fondamental pour comprendre sa pensée, en se souvenant l'effet capital qu'elle n'est comme écrivain. Cette écriture philosophique est une écriture avec des béquilles, comme elle disait. Pour autant, les textes philosophiques, on doit les considérer plutôt comme des corps, et chaque écriture philosophique aura donc son corps textuel. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter un peu sur le dernier article qu'elle a écrit et qui est encore inédit. La pensée de l'écriture, différence et ou événement. Maurice Blanchot entre Foucault et Derrida. Il me semble important, pas seulement puisqu'il est chronologiquement le dernier écrit, mais aussi parce que dans cet article, Françoise Colin considère, sous une perspective inédite, une question tout à fait centrale pour sa pensée, et qui demeure aussi une question fondamentale pour la philosophie tout court, à savoir, en quoi le langage de la littérature, en quoi le travail de la langue qu'elle opère fondent-ils une possibilité philosophique et par quel bien? Dans l'expérience de la lecture ainsi que de l'écriture littéraire, c'est un autre usage du langage qui fait l'objet d'une expérimentation, un usage porteur des possibilités nouvelles pour la pensée. Autrement dit, c'est une autre vision du monde qui se développe à travers ces nouvelles agencements du langage. Et ici, le terme des visions doit être pris au sens propre. La littérature permet de voir d'autres choses, tout en déplaçant les regards. Interroger l'usage, la place, les rôles de la littérature par rapport à la philosophie veut dire donc interroger la philosophie elle-même, son langage, son écriture, son corps textuel. Comme disait Françoise Colin, dans les visages et les langages, variations sur les mythes-signes, les œuvres philosophiques sont comme des œuvres d'art. Et du coup, chaque philosophe a son langage, son corps textuel. C'est là, comme soutenait Françoise, ce n'est pas seulement parce qu'il articule des concepts, bien sûr différents, autant que des enjeux tout à fait divers, mais aussi parce qu'il y a un niveau encore plus profond, qui relève de l'écriture elle-même. Pour aborder cette question, il faut alors envisager l'acte d'écrire comme un mouvement infini, comme une attention éthique et politique à la textualité et au corps de l'écriture elle-même, telle qu'elle émerge depuis ses premiers textes, qui sont des romans, des jours fabulés et roscupés, mais qu'on la retrouve bien également déployée dans son ouvrage sous Blanchot. Par rapport à ces livres portant les titres de Maurice Blanchot et la question de l'écriture, est publié en 1971 chez Gallimard, j'aimerais vous rappeler que même Lévinas insistait sur le fait qu'il s'agissait là du premier véritable essai philosophique consacré à Blanchot, qui à l'époque n'était connu que par des cercles très limités. Par là, on s'aperçoit, je crois, de manière très évidente, que l'écriture est, d'après Françoise Colin, tout d'abord une pratique de l'altérité, ou si vous voulez, un détour ontologique. En effet, à l'instar de Lévinas, même pour Françoise, l'autre est détour. C'est là dans le sens où vie et d'écriture ne peuvent pas être séparées, mais doivent être conjointes, dans la mesure où l'écriture conduit, amène la vie à elle-même en tant qu'interruption, hiatus, cassure, négation. Comme le dit Françoise dans Arrêt des morts, il faut écrire, il faut aller vers les livres pour affronter les désécrire, tracer pour connaître l'effacement, construire pour rencontrer la déconstruction. Fin citation.
Écrire, c'est alors faire être les corps. Et du reste, d'après Françoise, même la philosophie est un corps. Et par là, il se joue ces rapports incontournables entre les corps et les textes. Si le travail du concept et la philosophie ne sont pas une simple abstraction, mais un corps textuel, alors de la même manière, aussi le féminisme ne sera pas du tout une idéologie, une théorie, mais en revanche un mouvement politique, une praxis insurrectionnelle, une révolution permanente. La philosophie, mise ainsi à l'épreuve de l'écriture, produit un frottement avec les réels et se charge d'une tâche qui est celle de traverser les réels en tant que pratique matérielle. Bref, elle est faire, avoir à quoi faire avec les temps, la vie, la politique. Mais encore, faire philosophie aussi vivre philosophiquement. La philosophie ne doit, pour Françoise, rien révéler ni montrer la vérité, mais la produire comme une vérité toujours autre, toujours excédente. Si chaque œuvre a alors une textualité différente, la philosophie est un langage et aussi une langue, une forme dans laquelle les corps, les sensibles, la matérialité est présente. Cela s'inscrit sans doute dans la comparaison qu'elle trace à maintes reprises entre Lévinas et Blanchot, et dont je voudrais vous reporter un petit morceau découpé de son texte, son article du don à la visitation. Les livres, fut-il philosophiques, n'est pas seulement l'expression des idées, il s'écrit. Et il y a une écriture de Lévinas comme il y a une écriture de Blanchot. Sans doute faudrait-il d'ailleurs s'apercevoir un jour de ce que la philosophie n'est pas seulement l'articulation des concepts, ce qui semble généralement se dégager de ses commentaires, mais encore à corps avec la langue, un texte. Fin citation. Quoi qu'il ne soit, d'après Françoise, ce mouvement ainsi fondamental qui est celui infini de l'écriture doit à la fois surmonter et rendre inachevable tout livre, et se coupler avec une rigoureuse cohérence dans les refus des langues. Cela constitue aussi les porches d'entrée à sa production littéraire et explique son adhésion au nouveau roman, dès lors que la poétique de ces dernières fait beaucoup d'écho avec la perspective de Françoise, dans la mesure où, dans les nouveaux romans, on se trouve face à l'explosion d'une trame linéaire, toujours à l'avantage de l'éclatement, des hiatus, des interruptions, des déplacements des personnages, du temps et de l'espace, ce qui par ailleurs, comme on s'aperçoit bien, s'avère extrêmement aligné avec son militantisme. Du reste, son engagement politique féministe a toujours préféré l'insurrection à l'institution, la pensée à la théorie. Ce qui vaut également pour son interprétation de la pensée d'Arendt. Ce qu'elle aime d'Arendt, c'est plutôt sa conception de l'agir, la praxis opposée à la fabrication, et enfin, son refus radical d'identifier les communs à l'un. Reconnaître que la parole est toujours plurielle, qu'elle échappe à quelconque système, a été bien sa tâche. Son difficile et puissant travail, mais cela, c'est aussi la tâche qu'elle nous lègue, contre toute tendance à nous renfermer dans n'importe quel système, dans n'importe quelle théorie salvatrice. Ainsi, la tension entre l'écriture et les livres dans l'œuvre de Blanchot, ainsi que la recherche de l'un détotalisé, d'un commun qui n'est pas l'un dans l'œuvre d'Arendt, d'après Françoise, nous montrent, chacun à leur manière, la résistance de la singularité, du singulier. Ce qui veut dire, comme elle aimait le répéter, écrire comme agir sans représentation de la fin, du tout. Donc, écrire et agir par rapport à l'événement, mais sans présupposer la fin de l'histoire. Faire jouer dans les fragments et dans toute conjoncture particulière et spécifique l'obstination à être et à faire être dans l'absence de l'être. Dans l'indicible et dans l'édit, Blanchot et Arendt, Françoise Collin écrit. Écrire, en effet, c'est scander le négatif dans l'affirmation même de ce qui est. C'est accepter de n'avoir jamais dit ou fini de dire, tout en disant. Car le livre n'accomplit pas, ne referme pas les cercles d'un projet, mais les déjoue. Son apparente unité scandée par les mots fins est plutôt la reconnaissance de l'interminable. Fin citation. Cela, chez Françoise, s'inscrit encore une fois dans les syllages de Blanchot. Et comme elle le dit dans Parcours féministe aussi, qui vient d'être réédité, comme elle disait tout à l'heure, Dominique Feuillet-Golas par Estelle Bonis, c'est avec Blanchot que j'ai pensé la distinction du texte et du livre, d'un l'un qui n'est jamais un. Je voudrais penser l'agir politique comme une écriture, un texte qui s'écrit dans la méconnaissance du livre achevé, du tout impossible, pas à pas, dans des occurrences successives, comme mot à mot. Fin citation. Il faut donc penser l'écriture dès et après Françoise comme un jet, comme expérimentation, comme mouvement. Et ça tient aussi à l'amour de Françoise pour la langue française. Je vous cite à ces propos ce que Rosi Braidotti soutient.
Écrivain d'une puissance vitale, philosophe d'une intelligence viscérale, Françoise était douée d'une vitesse de perception et d'intuition telle qu'elle effaçait les protocoles et les conventions disciplinaires dont elle s'est passée royalement. Écrivain reconnu et apprécié de ses tout premiers romans, elle était chez elle dans la langue française, dont elle cultivait les nuances, les fruitions des changements et des renouveaux, les mutations lexicales et les métamorphoses syntactiques, avec un dévouement aussi total qu'humble. La langue, son grand amour, elle avait les rythmes de cette langue dans son ADN. Françoise a vécu une immersion totale avec cette langue française, qui seule semblait combler ses aspirations à la précision, à la légèreté, à la souplesse. Cela dit, ce qui me semble un des aspects les plus importants de son enseignement est de concevoir aussi la philosophie, non plus ou non seulement comme un ensemble de théories, un travail du concept, dont la rigidité de son langage est toujours exposée au risque de s'enfermer dans ses propres mécanismes descriptifs et prescriptifs, mais comme corps textuel elle-même, comme écriture et comme espace d'une différence possible. Il s'agit d'une transformation immanente qui, avec une terminologie foucaldienne, ne donne pas accès à un autre monde et une autre vie, mais plutôt à un monde et une vie autre. Par là, alors, non pas la fixation obsessionnelle de la philosophie à l'universalité et à la généralité, mais plutôt une ouverture critique au mouvement de la pensée. Néanmoins, il faut aussi considérer un autre point qui concerne la distance entre écriture littéraire et écriture philosophique, et comment c'est à travers les concepts mêmes d'écriture que Françoise détecte cette tension. Pour autant, j'aimerais revenir en conclusion à son dernier article inédit, dont je parlais au début de mon intervention, c'est-à-dire la pensée de l'écriture, différence et ou événement, Maurice Blanchot entre Foucault et Derrida. C'est là que l'écriture est envisagée comme le perpétuel report du sens, qui la fin du livre interrompt mais n'accomplit jamais, à savoir la finalité sans fin du texte, l'infini excédant la totalité. L'écriture, d'après Françoise, atteste du caractère toujours redéployé et recommencé d'une œuvre, qui, irréductible aux formes traditionnellement étanches, elle interroge les limites. L'arbitraire même du livre, son un, est mis en question, l'existème excédé par sa fragmentation. Et la temporalité dialectique est subvertie par la répétition et les déplacements. Si les livres, selon Françoise, forment un tout, il est un faux tout. L'écriture, comme fragment, comme entretien, mais aussi comme récit, déconstruit son unité apparente, sa totalité, dans les moments même où la constitue. Tel est le paradoxe auquel l'écrivain doit toujours faire face pour Françoise. À propos des livres de Derrida, Françoise Coëlan explique que cette extraordinaire capacité prolifique est hantée par les mots, mais étroitement liée à l'oralité, au corps présent. Cet ouvre n'arrive jamais à accéder, et c'est sans doute de ceci qu'on dérive toute sa mélancolie, à cette finalité sans fin qui caractérise la littérature et qui incarne aussi une partie importante des livres de Blanchot. De ce point de vue, la notion derridienne d'écriture, qui semble pouvoir recouvrir la discontinuité du penser et du raconter, de la philosophie et de la littérature, reste une sorte d'illusion. Il y a certes, comme Françoise nous l'a dit, un style de la pensée philosophique, un mode spécifique de son développement, qui n'est pas indifférent, mais ce style reste piégé dans l'exigence de la communication, de communiquer un message. Les pas qui séparent littérature et philosophie n'est donc pas franchi et demeure toujours constitutivement infranchissable. Selon Françoise, la pensée s'écrit, mais n'écrit pas. C'est pourquoi les concepts d'écriture comme différence ou perpétuel différé échouent à rendre compte des hiatus, des blancs qui fracturent les textes. Même si la prodigalité infinie de la parole et de l'écriture chez Derrida atteste d'une immense mélancolie, d'un deuil impossible, l'abandon du système philosophique, sa déconstruction n'y suffit pas pour Françoise, car la différence dans son infini déploiement est encore une forme détournée de totalisation, d'occupation des terrains, à laquelle rien n'échappe, et en ce sens, elle est une reformulation détournée de l'ambition dialectique. Elle ne laisse pas de blanc. Toujours dans son dernier article, Françoise nous montre comment, chez Derrida, les termes d'écriture articulés avec la catégorie de différence avec un an dissimulent l'impossibilité qui est la sienne d'accéder à la liberté de l'imaginaire qui commande la fiction, car la différence comme infini différé est encore pour Françoise une modalité subtile d'occupation des terrains, des rapports détournés au tout,
une dénégation de la limite. D'après Françoise, tout comme chez Blanchot, la littérature est par contre sans injonction. Elle ne répond pas à, même si elle répond des. Elle donne lieu, sans aucune garantie, à une communication toujours fragmentaire. Jamais elle est de l'ordre de la démonstration. Elle fait plutôt de la place à l'interruption, ou hiatus. À cet égard, il ne faut pas négliger que, comme dans les nouveaux romans, de Samuel Beckett à Alain Robbe-Grillet, de Robert Pinget à Claude Simon ou à Nathalie Sarraute, cette interruption, cette cassure de l'ordre linéaire et de la trame affecte l'espace autant que le temps. S'imposait alors une nouvelle et toute autre conception de la temporalité dans l'écriture littéraire. Temporalité, sinon cacophonique, du moins brisée, dans laquelle les déplacements interruptifs, ou en d'autres termes, la répétition, se substituent au développement et les transgressent, en engendrant une œuvre ouverte. Par les mots de Françoise, l'être comme étant, dans sa fragmentation et sa discontinuité, quand l'événement excède sa réduction à la dialectique autant que, ou moutonnement, du différé de la différence, qui l'un et l'autre recouvrent ou civilisent ces hiatus. Donc, c'est d'abord dans la littérature que la déconstruction manifeste la déconfiture de l'un, comme totalité et l'irréductibilité du temps à l'histoire. Fin citation. Ce qui en jette alors est une nouvelle conception de l'écriture et de la structure romanesque, de sa temporalité, bouleversant la linéarité du récit traditionnel au profit de son déploiement cacophonique, circulaire et répétitif. La notion des textes, de textualité ou encore d'ouvre ouvert supplant celle des livres entendus comme totalisation. Les hiatus du négatif excèdent la négativité. D'ailleurs, les dépassements ou l'abandon de la pensée dialectique liée à une conception progressive du temps, allant vers une fin de l'histoire qui serait son accomplissement, a été, nous dit Françoise, un phénomène partagé par toute une époque de la pensée, même si cela ouvre à des versions de la temporalité. L'une, qui sous le nom de différence perpétuelle différée, reporte infini du sang, dépasse si bien l'opposition dialectique qu'elle ne reconduit indirectement à la continuité, et l'autre qui intègre les hiatus, la rupture, bref, la dimension de l'événement, et qui signifie à sa manière le visage d'une altérité irréductible à son dépassement comme à son recouvrement. Nous pouvons dire, comme Jean-Luc Nancy disait par rapport à Sarah Kaufmann, qui d'ailleurs Françoise Collin connaissait très bien, que l'écriture alors est pour Françoise une attestation d'existence, bien avant d'être l'inscription d'une pensée et sa transmission. Françoise écrivait pour vivre. Elle avait plaisir à l'interminable. Elle ne s'arrêtait pas à l'ouvre, à la forme définie et définitive d'un livre. Finir un livre, un article était urgent pour elle, pas pour le publier, mais pour en entamer un autre aussitôt, quand il était déjà présent en même temps. Comme si vraiment la chose à faire était pour elle de continuer, d'activer le sujet plutôt que de pousser l'objet, praxis plutôt que poiesis. Qu'est-ce que c'est cette praxis interminable? Que veut-elle dire? Peut-être ne veut-elle dire que le vouloir dire, justement. C'est-à-dire un vouloir dire ouvert, qui ne vise pas à la production d'une conclusion, à l'établissement d'une thèse, à la jouissance d'une signification. Une volonté des volontés qui ne serait pas une volonté de puissance, mais en termes lévinassiens, il correspondrait au dire plutôt qu'au dit. La philosophie alors garde chez Françoise l'ouverture du sens, c'est-à-dire qu'elle ne laisse les sens ni se déposer, ni se reposer. Bref, elle ne laisse jamais se refermer. Quand il se referme, c'est l'idéologie. Ma thèse, à elle consacrée, et par là j'ai conclu, porte le titre Françoise Collin, la révolution permanente d'une pensée discontinue. J'ai choisi avec elle ces titres, car la révolution permanente de sa pensée est expérimentation, interrogation et la mélancolie tragique d'une pensée qui, comme celle d'Arendt, pense dans les soucis de tracer des expériences plutôt que de signer des doctrines. Une passion pour les savoirs, pour la connaissance qui s'éloigne des formes traditionnelles du savoir académique. La révolution permanente d'une pensée discontinue vise à indiquer alors une pensée, la sienne, capable de subvertir les données, de travailler dans les marges en recomposant et redéfinissant événements, terrains de lutte, bornes et frontières, à savoir une pensée capable de dessiner des cartographies insurrectionnelles pour notre présent. L'axe pulsant de l'œuvre de Françoise Collin est alors celui d'un événement qui se répète, mais de manière toujours inédite, toujours différente et imprévisible, une pensée qui tourne autour d'un commencement toujours recommencé. Une pensée donc, celle de Françoise Collin, qui se réfère au courage de savoir assumer une position marginale, qui sacrifie l'instance de la continuité dialectique à la cohérence de la discontinuité. Une pensée sans point d'appui ni contrainte, une pensée qui, comme l'écriture, est un mouvement permanent, sans fin,
vers ce qui est encore inconnu. Merci.